Un jour, Zeus a dit à Prométhée, le temps est venu pour toi, pour nous les dieux, de faire venir au jour les non-immortels. Les non-immortels, ce sont les animaux, les hommes. Or, Prométhée, qui est chargé de faire ce travail, a un frère. Ce frère, c'est son jumeau. Il s'appelle Épiméthée. Ce frère Épiméthée, il a pour caractéristique d'être le jumeau, le frère jumeau de Prométhée. Il lui ressemble, il est tout à fait son double, mais il est de son contraire également. Épiméthée, c'est le dieu du défaut, de l'oubli. Prométhée, c'est celui du savoir, de la maîtrise absolue, de la mémoire totale. Prométhée n'oublie rien, Épiméthée oublie tout. Or, Épiméthée dit à son frère Prométhée, Zeus t'a chargé de faire quelque chose, je veux m'en occuper. C'est moi qui m'en occupe. Et comme Épiméthée, c'est le frère un peu simple d'esprit de Prométhée, Prométhée a de l'affection pour son frère. Il n'ose pas refuser, il lui dit d'accord, tu t'en occupes. Donc, Épiméthée va se mettre à distribuer les qualités. Il va donner, par exemple, à la gazelle la vitesse. La gazelle court très vite. Au lion, la force et l'endurance. À la tortue, la carapace, etc., etc. Bref, il va distribuer des qualités qui sont équilibrées. Ce que décrit la distribution des qualités par Épiméthée, c'est l'équilibre écologique de la nature. Le lion court après la gazelle, il mange la gazelle, mais comme les gazelles courent très vite, il y a toujours des gazelles qui se reproduisent que le lion n'attrape pas, et tout ça, tout va bien. Toutes les espèces sont équilibrées. Donc, Épiméthée distribue toutes les qualités, et puis d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il regarde dans son panier, il n'y a plus de qualité. J'ai oublié de garder une qualité pour moi. Le panier est vide. Or, il me reste à créer, à faire venir au jour, comme dit la langue grecque, l'homme, enfin le mortel. Il y avait encore une espèce à faire venir au jour, mais il n'y a plus de qualité pour lui donner une forme. Du coup, Prométhée est obligé d'aller dans l'Olympe, dans l'atelier d'Héphaïstos, voler le feu. Le feu qui est évidemment le symbole de la technique, mais qui est aussi le symbole de la puissance de Dieu, Zeus. Bon, ce que vous me demandez donc dans la première question, parce que vous vous rappelez, c'est que dans la technique et le temps, je dis que la technique se développe plus vite que la culture. Vous me demandez ensuite qu'est-ce qui fait que la technique est devenue une question essentielle, nécessaire, disons, pour nous aujourd'hui. Et puis vous me demandez pourquoi cette nécessité de la question de la technique telle qu'elle se pose aujourd'hui nous reconduit nécessairement à la Grèce ancienne, au grec ancien. Alors d'abord, pourquoi la technique qu'est-ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui la technique se développe plus vite que la culture? En effet, ce que je pose d'abord dans mon travail, c'est que l'homme et la technique sont indissociables. Le phénomène de l'hominisation, c'est le phénomène de la technicisation du vivant. L'homme n'est rien d'autre que la vie technique. Mais, pendant des milliers et même des millions d'années, l'homme n'a pas éprouvé cette dimension technique qui est constitutive de son existence et de sa vie,
qui fait de lui un être vivant tout à fait original et singulier dans le règne des êtres vivants en général. L'homme, pendant très longtemps, n'a pas éprouvé cette différence, dans la mesure où la technique évoluait avec lui, je dirais, plus ou moins en harmonie avec lui. Pratiquement jusqu'à l'époque de la révolution industrielle, l'homme vit dans un milieu technique qui est en règle générale stabilisé et qui, sporadiquement, de temps à autre, entre en transformation. C'est ce que un historien comme Bertrand Gilles appelle les périodes de rupture technologique. Il y en a eu des ruptures technologiques depuis le début de l'humanité, mais les moments de rupture technologique au début sont très très éloignés, de plusieurs milliers, même plusieurs centaines de milliers d'années, je pense, à l'époque préhistorique. Puis à l'époque proto-historique, c'est-à-dire après la période néolithique, des périodes de plusieurs milliers d'années. Et après les Grecs, des périodes de plusieurs centaines d'années. Puis à partir de l'époque classique, des périodes de plusieurs dizaines d'années. Typiquement, la grande révolution industrielle de la machine à vapeur, ça commence en 1780. Ça provoque de grandes transformations dans l'activité manufacturière de la production industrielle. Ça constitue la révolution industrielle en tant que telle. Ce qui se passe avec la révolution industrielle, ce sont deux choses. Premièrement, le temps de durée d'un système technique devient de plus en plus court. Et il a tendance à devenir tellement rapproché que pratiquement il n'y a plus de stabilité véritablement du système technique. Jusque pratiquement au XVIIIe siècle, la science d'un côté, c'est-à-dire la philosophie, science et philosophie sont une seule réalité. Et de l'autre côté, la technique sont deux mondes qui communiquent très peu. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle pour que un rapport tout à fait nouveau entre la science et la technique à travers l'industrie se constitue, un rapport qui va bouleverser complètement la donne initiale de ce qu'a été la philosophie depuis Platon et depuis Socrate. La science grecque, la pensée philosophique grecque disent fondamentalement que la technique n'a pas d'épaisseur ontologique, n'a pas de sens ontologique, n'est que artefactualité, et qu'il faut distinguer l'artifice de l'ontologique, de l'être, qu'il faut séparer l'apparence et l'essence, qu'il faut isoler le devenir et l'être. À partir de là, sciences et techniques sont dans un rapport d'éloignement fondamental, de séparation fondamentale. Au contraire, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le rapport va changer. Et le rapport qui était un rapport d'opposition entre sciences et techniques va devenir un rapport de composition. Le résultat va être un dynamisme de la technique tout à fait nouveau, qui va faire qu'on va entrer dans ce que j'ai appelé l'innovation permanente, c'est-à-dire un processus où la technique va avoir tendance à se transformer en permanence. Et où, par ailleurs, du côté industriel, il va apparaître la concurrence entre les entreprises, une concurrence qui va se faire désormais, outre le fait qu'on entre dans le processus de mondialisation, avec le développement du chemin de fer, des bateaux à vapeur, etc., donc des transports, et donc d'un élargissement des marchés énorme, tout à fait nouveau. Donc on sort de la sphère nationale, on passe subitement à un processus de concurrence, et la concurrence va se faire essentiellement sur l'innovation technologique, c'est-à-dire l'optimisation de la productivité des machines, la guerre économique qui va se traduire par une guerre techno-scientifique.
Alors, ceci pose un problème de divorce entre l'organisation sociale, l'organisation spirituelle, linguistique, politique, économique, religieuse, épistémique ou épistémologique, juridique, métaphysique, biologique même. Des systèmes, toutes ces sphères sont des systèmes. Et ces systèmes sont d'un seul coup percutés, bouleversés, explosés par le système technique à travers le dynamisme de la technique électronique et Internet. Ce processus, en fait, a commencé dès le XIXe siècle. Mais maintenant, nous le vivons avec une brutalité, avec une force absolument extraordinaire. Il a commencé dès le XIXe siècle, parce que dès le XIXe siècle, il est apparu un processus tout à fait nouveau, qui est que l'industrie, dans sa lutte économique, pour se développer, avait besoin de créer chaque jour des objets nouveaux. Ouvrir des marchés nouveaux pour des objets nouveaux. Toutes sortes d'objets. L'automobile, l'eau minérale, le plastique, les jouets, les toys pour les babies, electricity, tout ça, le nouveau. Always new, 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 new. Et ça, c'est un changement pour la société absolument énorme. Un changement énorme parce que jusqu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pour la plupart des gens, le monde était toujours identique à lui-même, toujours stable. La plupart des gens pensaient que le monde dans lequel ils vivent avait toujours été comme il est actuellement et sera toujours comme il est actuellement. Ils ne comprenaient pas qu'ils vivaient dans un temps historique. C'est ce que dit Hegel. La conscience historique est apparue au XIXe siècle, avec Hegel. Avant, il n'y a pas de conscience historique. La conscience croit vivre dans un monde toujours identique à lui-même, un monde stable, le monde de l'être, being. Et pour cette conscience-là, le devenir est tout à fait exceptionnel et monstrueux. Toute la pensée philosophique de l'Occident jusqu'au XIXe siècle a pensé que l'essence, c'est la stabilité. Le changement, la révolution, tout à fait accidentelle. C'est absolument accidentel. À partir du XIXe siècle, d'un seul coup, on dit, mais non, finalement, la stabilité est une exception. C'est le changement qui est la norme, qui est normale. Ça, c'est Marx. Et c'est Marx à travers l'industrie, à travers la technique. Nietzsche, ensuite, va dire la même chose. Nietzsche dit dans Humain, trop humain, l'homme n'a pas encore de conscience historique. Le philosophe n'a pas de conscience historique. Il s'imagine que la conscience a toujours été ce qu'elle était. Il parle de Rousseau, de Kant. Mais Nietzsche dit, maintenant nous découvrons des hommes préhistoriques, des fossiles. Et nous nous apercevons que finalement, l'homme n'a pas toujours été ce qu'il est, que finalement, il y a le devenir qui est fondamentalement le processus que nous devons penser. La réalité effective, c'est le devenir, dit Nietzsche. Mais si Nietzsche peut dire ça, c'est parce que Nietzsche est à la fin du XIXe siècle et qu'il est en train de voir se développer sous ses yeux la croissance technologique. Déjà, il comprend que l'homme va être emporté par cette croissance technologique. Dans le même moment, ce qui est en train de se développer dans le monde entier, avec l'archéologie, avec la paléontologie, avec toutes ces sciences qui étudient les traces, les fossiles, et bien ce que découvre progressivement la science occidentale et puis finalement la science mondiale, c'est précisément que la technique, tout comme l'animalité,
tout comme les végétaux, a évolué dans le temps et est prise dans des processus d'évolution qui font que Marx va dire dans le Das Kapital qu'il faut élaborer une théorie de l'évolution technique. Tout comme Darwin a élaboré une théorie de l'évolution des êtres vivants. Et là, ça m'amène à revenir sur ce que je disais en commençant. Je disais tout à l'heure en commençant que l'homme est un être vivant, essentiellement technique, et que le devenir de l'homme et le devenir de la technique, c'est la même chose. C'est vrai. Mais en même temps, il y a entre l'homme et la production de l'homme, qui est la technique, perpétuellement un risque de divorce. Parce que la technique forme un système, et que ce système a une dynamique propre, qui fait que, finalement, aujourd'hui, nous disons très souvent, la technologie a besoin, pour son développement, de supprimer du travail. En Europe, on dit ça, de supprimer de l'emploi. Donc il faut mettre des gens au chômage. Ça, c'est ce que l'historien Bertrand Gilles appelle les phénomènes de désajustement, qui a quelque chose à voir avec ce que Shakespeare appelle le time out of joint, le désajustement. Parfois, le temps sort de ses gonds, it is out of joint, mais en raison d'un devenir technique, fondamentalement en raison d'un devenir technique. Ça, c'est la grande difficulté à penser, c'est que l'homme est un être fondamentalement technique, mais qu'en même temps, la technique est sans arrêt en train de bousculer l'homme, qui en fait, cet homme, comme tous les êtres vivants, cherche à conserver ce qu'il est lui-même, à se conserver tel qu'il est. La vie est foncièrement conservatrice. Mais en même temps, la vie, c'est la négantropie, c'est la transformation, c'est le devenir. Donc la vie est foncièrement conservatrice, mais en même temps, la vie en tant que négantropie, et surtout quand elle est vie technique, est aussi foncièrement négantropie, c'est-à-dire transformation, devenir, altération. Dans la mesure où l'homme est un être technique, qui donc, pour survivre, a besoin de fabriquer des prothèses, un système de défense et de prédation artificielle, qui consiste en un dispositif de prothèse, d'abord le silex taillé, ensuite les flèches, puis finalement l'automobile, la fusée, le computer et tout ce que vous voulez. Tout ceci formant un système, parce que cet appareil, le computer, n'existe pas sans cet accessoire qui est la prise. Mais sans la prise électrique qui alimente, elle a besoin d'un transformateur qui lui-même renvoie à un réseau, qui lui-même renvoie à des turbines. Et il faut aménager l'écoulement de l'eau, arrêter le fleuve pour engendrer de l'énergie électrique, n'est-ce pas ? Tout ça forme un système qui bouleverse la nature, qui transforme cette nature, et qui fait que maintenant, nous en arrivons à dire, mais qu'est-ce que c'est la nature ? Est-ce que ça existe, la nature ? Physis, natura. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'existe peut-être pas, c'est peut-être un fantasme. Quoi qu'il en soit, l'homme préhistorique développe des prothèses qui vont faire système et qui vont conduire à ce type de prothèse, qui elle-même renvoie à un énorme système industriel aujourd'hui mondial. La mondialisation, c'est la mondialisation de la technique, mais l'essentiel de ce processus, c'est qu'en fait, la technique, en se développant, développe un troisième genre de mémoire pour le vivant. Quand un homme préhistorique taille un silex pour découper de la viande, pour lutter contre des prédateurs ou pour attraper des proies,
ou pour lutter contre d'autres hommes. Évidemment, il ne taille pas le silex pour garder la mémoire, mais en fait, le fait de tailler ce silex et de garder dans la taille du silex le geste de la taille, ça permet d'inscrire ce geste sur le support de silex et en fait de constituer un support de mémoire nouveau pour l'être vivant qu'est un homme. Jusqu'à l'homme, la vie repose sur la combinaison de deux systèmes de mémoire, la mémoire génétique, l'ADN, et d'un autre côté la mémoire nerveuse, la mémoire de l'individu, la mémoire qui est dans le système nerveux central, dans le cerveau, etc. Ces deux mémoires qui existent chez tous les êtres vertébrés supérieurs, sexués, dotés d'un système nerveux, ces deux mémoires ne communiquent pas ensemble. Elles sont tout à fait autonomes et la conséquence du fait qu'elles soient tout à fait autonomes, c'est que lorsqu'un être vivant, animal, acquiert une expérience individuelle, vitale, pour lui, cette expérience qu'il a acquise au cours de sa vie, elle ne peut pas être transmise aux générations suivantes parce que la mémoire nerveuse n'a pas de communication possible avec la mémoire génétique. Autrement dit, lorsque l'être vivant meurt, toute l'expérience qu'il a accumulée individuellement est perdue pour l'espèce. Au contraire, à partir du moment où la technique apparaît, cette technique rend possible, au début, une possibilité de transmission très limitée aux gestes vitaux de fabrication des outils, mais ensuite à des dimensions de la mémoire de plus en plus vastes, des dimensions de mémoire qui vont, par la technique, devenir transmissibles de génération en génération. Et cette caméra qui est en train de m'enregistrer en ce moment, c'est un système de mémorisation qui est en fait le dernier développement, le dernier avatar d'un dispositif qui commence avec le premier silex taillé et qui permet à la vie de garder la trace de son expérience individuelle dans du silex et de transmettre cette trace de génération en génération. Ça, c'est l'apparition de ce qu'on appelle la culture. Et évidemment, c'est aussi l'apparition de la possibilité de conserver le passé d'un groupe social sur un support de toutes sortes. Ceci, ce verre, est un support de mémoire. Il n'est pas fait pour garder la mémoire, il est fait pour boire de l'eau. Finalement, vous n'avez pas bu. Mais ce verre-là, qui est fait pour boire de l'eau, pour un archéologue, dans 1000 ans, ce sera une trace de civilisation qui lui permettra d'apprendre comment vivaient les gens au début du XXIe siècle. Et donc, il deviendra un support de mémoire. Toute la matière de l'archéologie utilise des outils, des objets usuels qui ne servent pas à la mémoire pour finalement reconstituer le passé d'une société. Ce que je veux donc dire, c'est que la technique est un support de mémoire. Et ça veut dire que la technique est la condition de constitution du rapport au passé. Si nous, les hommes, en tant qu'êtres vivants, nous pouvons avoir un rapport à un passé qui n'est pas simplement notre passé, qui n'est pas simplement mon passé de moi, Bernard Stiegler, né il y a 48 ans, mais aussi mon passé en tant que mon passé, ce n'est pas que le passé de Bernard Stiegler, né il y a 48 ans. Mon passé, c'est le passé de Robert Stiegler, my father. Frédéric Stiegler, my grandfather. You see? Le passé de mon grand-père, c'est mon passé. Mais mon grand-père a lui-même eu un grand-père, qui a eu lui-même un grand-père. Tous ces gens, tous ces pères, grands-pères, 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 etc. C'est mon passé. Ce passé-là, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai jamais vécu. Et pourtant, il est à moi.
J'en suis responsable. Par exemple, j'ai un nom allemand. Stiegler, c'est un nom allemand. En tant que porteur de ce nom allemand, je suis porteur du passé des Allemands. La Shoah, à Auschwitz. Je suis responsable de ce passé-là. J'ai un nom allemand. D'accord? En même temps, je suis français. I was born in France. I'm French, I'm not German. Ce que je vais vous dire en disant ceci, c'est que mon passé est complexe. Mon passé est à la fois allemand, français, il est aussi américain, parce que maintenant tout est américain. Il est grec, parce que tout le passé est grec, même pour un japonais, pour un australien, pour un africain, le passé est grec. Parce que la technique est grecque. Mon passé est hérité. Pour que je puisse hériter d'un passé, ce passé doit être conservé, enregistré sur des supports techniques. Si je peux dire, j'ai mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Mr. Stiegler, c'est mon grand-père. C'est parce qu'il y a des archives qui ont gardé la trace et qui lui ont permis de nous donner son nom. Moi j'ai un nom, je m'appelle Stiegler. Mais l'oiseau qui est là dans cet arbre n'a pas de nom. L'arbre n'a pas de nom. D'accord? Mon chien a un nom. My dog. His name is Orphée. Mais il a un nom parce que c'est un animal domestique, c'est un animal humain. The dog is human. You know? The dog is not a dog. C'est un homme. Il a un nom, il parle, il répond à son nom, etc. Pourquoi? Parce que je l'ai adopté. Or, j'ai adopté aussi mon nom. En disant, j'hérite du passé de mon père, de mon grand-père, des Allemands et de tout ça. J'ai adopté mon nom. When a baby born, his father must go to say, I am the father. I recognize him. I recognize her. You see? If you don't declare, you don't explain this recognizing, he is not or she is not your son or your daughter. You know? The family is necessary an adoption. I want to see that human is essentially a process of adoption of the past and of the techniques, and it is the same. We need always to adopt techniques, always new techniques. You know? La technique est toujours nouvelle, nous devons toujours l'adopter. Nous sommes pris dans un processus d'adoption fondamentalement. Et c'est pour ça que nous pouvons, par exemple, changer de nationalité. I'm French. I have a name, a German name, but I'm French, you know? Here in France, people call me Stiegler. Monsieur Stiegler. My name is not Stiegler. My name is Stiegler. Mais ici, je me fais appeler Stiegler. Parce que j'ai un nom français. Stiegler est un nom français. Stiegler est un nom allemand. Mais nous adoptons sans cesse. Nous devons adopter la technique, le passé de nos parents, le nom de nos parents. Sometimes we can't adopt the name of our father. You know? That is the question of Oedipus. La question d'Oedipe, Sophocle, c'est cette question-là. When Oedipus killed
his father, it was the question of the adoption and the difficulty of adoption. Pourquoi me suis-je donc tourné vers Prométhée et Épiméthée en disant, si nous voulons comprendre la question de la technique telle qu'elle se pose à nous aujourd'hui, les hommes du XXIe siècle, nous devons nous retourner vers la mythologie des Grecs anciens, pas simplement la philosophie, mais la mythologie tragique des Grecs anciens. Si j'ai pu dire cela, c'est parce que cette mythologie des Grecs anciens pose précisément correctement le problème. Dans les termes de la mythologie, bien sûr, et de la religion grecque primitive, de la religion tragique des Grecs, mais il pose incroyablement la question comme elle doit être posée. Donc, Prométhée va voler le feu, c'est-à-dire la technique, c'est-à-dire aussi l'intelligence d'Athéna. Et l'homme va être un être vivant, mortel, qui va être condamné à se fabriquer ses prothèses, c'est-à-dire qu'il n'a pas de qualité. Il est sans cesse dans l'obligation de se doter de nouveaux artifices pour survivre, et surtout, étant donné qu'il n'a pas une qualité définie à l'avance, eh bien, les hommes entre eux entrent en conflit les uns avec les autres pour dire quelle est leur qualité, quel est leur avenir. Les uns disent il faut faire ceci, les autres disent non, non, il faut faire cela. L'animal, le zèbre, la gazelle dont je parlais tout à l'heure, la vache ou le lion, ils n'ont pas de questions à se poser sur qui sommes-nous. Who are we? It's not a question for an animal. Mais pour l'homme, c'est une question éternelle. Qui sommes-nous? Est-ce que nous devons développer des computers? Est-ce que nous devons aller sur la Lune? Est-ce que nous devons raser cette forêt? Construire ce barrage sur le fleuve de Hölderlin? Est-ce que nous devons faire ça? La technique, c'est la question. Dès que je suis technique, je suis en train de questionner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Zeus va devoir envoyer Hermès. Parce que les hommes vont se faire la guerre entre eux. Ils se posent des questions, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les réponses à ces questions. Donc ils se massacrent. C'est la fameuse guerre civile qui fait tellement peur aux Grecs. Ce que les Grecs appellent la stasis. Et c'est un fait historique. Les Grecs, à l'époque où Platon raconte ce mythe à travers la bouche de Protagoras, eh bien, la Grèce vit les guerres du Péloponnèse, c'est-à-dire la guerre entre tous les Grecs. Je vous disais tout à l'heure que l'homme est un être qui adopte des techniques nouvelles, des noms nouveaux, des idées nouvelles, sans cesse, des œuvres d'art nouvelles. L'adoption, c'est la guerre. La possibilité de l'adoption, c'est le risque de la guerre, sans cesse. Protagoras raconte que Zeus va envoyer Hermès, c'est-à-dire le savoir de Dikée, la justice, pour éviter que les hommes s'entretuent et s'anéantissent eux-mêmes. Mais pour que la Dikée soit devenue nécessaire, il faut d'abord qu'il y ait la technique. La technique qui est à la fois la prothèse, l'artifice qui permet aux hommes de survivre face aux prédateurs, c'est ce que raconte le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, mais la technique est aussi le support de la mémoire, comme je vous le disais tout à l'heure. Le support du livre, qui est le livre... Attends, je te donne une seconde, si tu veux bien. Le livre qui est une prothèse, qui est aussi ce qui va servir à Hermès à écrire la loi. To write the law, you know? Allô? Chez les Grecs, Prométhée et Épiméthée sont des dieux qui appartiennent à l'époque tragique de la Grèce, c'est-à-dire à une époque où les Grecs ne croient pas à l'immortalité de l'âme.
chez les Grecs tragiques, il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Il y a une conception de l'âme telle qu'elle erre en tant qu'esprit dans le royaume des morts, mais elle n'est pas immortelle. Ça, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que la pensée de Prométhée et d'Épiméthée est une pensée pré-chrétienne, avant le christianisme et avant le platonisme. C'est Platon qui va introduire l'idée d'immortalité de l'âme, ce qui va préparer aussi la réappropriation par saint Paul de la pensée grecque. Mais avant Platon, on ne pense pas du tout en Grèce que l'âme est immortelle. On pense que l'âme, ou l'homme, ce qu'on appellera après la conscience, ou l'ego, mais disons le mortel, est mortel, précisément. Ça veut dire quoi qu'il est mortel? Ça veut dire qu'il est voué à anticiper sa propre mort, sa propre fin. L'homme est sans cesse inquiet, il est dans l'inquiétude perpétuelle de sa fin. Ce que Heidegger appelle Angst, l'angoisse de la mort. We are always in the opposition of death, and so we always say we must take anything to eat, the wood. Nous devons cueillir, ramasser, stocker, et finalement construire, bâtir des maisons, etc. Sans arrêt en train de nous agiter. Ce mythe de Prométhée et d'Épiméthée raconte cette inquiétude fondamentale pour un être qui est foncièrement mortel, c'est-à-dire pour lequel il n'y a aucune possibilité de sortir de la mort, mais qui, par contre, a en charge son propre destin, Geschick. Ça veut dire que le mythe de Prométhée et d'Épiméthée raconte dans une version pré-métaphysique, avant la métaphysique de Platon, l'articulation entre Geschick, le time, le temps, and techniques, you know? Parce que la question est indissociablement celle de la mémoire, de l'oubli. Épiméthée, j'ai oublié. Cette problématisation de la technique comme mémoire, comme temps, comme oubli et comme destin, eh bien c'est ce qui, chez Protagoras, qui s'appuie sur Échille et sur Sophocle, sur Hésiode, c'est ce qui ouvre la question de la politique. Chez Heidegger, la mortalité a toutes sortes, évidemment, de détermination. Mais ce que Heidegger appelle la mortalité, c'est d'abord, outre le fait qu'on ne peut jamais mourir à ma place, que ma mort est toujours ma mort en propre, comme il dit, la mortalité, c'est ce que je ne peux pas prévoir. C'est ce que je sais le plus profondément, aussi originairement que je sais la différence ontologique, que je sais l'être, que dès que je parle l'être, je parle la langue de l'être, spontanément, immédiatement. C'est un savoir primordial et originaire. Et ce savoir primordial et originaire de l'être, puisque dès que je me demande qu'est-ce que l'être, j'emploie le verbe être, bon, comme dit Heidegger. Donc, dès que je parle, le verbe être est déjà là. Quand je dis je marche, en fait, je dis je suis marchand. Donc, le verbe être est toujours déjà dans tout verbe. De la même manière, dès que je vis, je meurs. Je sais que je meurs. Je ne vis que à partir de ce savoir que j'ai, que je suis déjà en route vers ma mort. C'est un savoir absolument originaire. Mais c'est un savoir qui, comme le savoir de la différence ontologique, comme le savoir de l'être, se présente comme un non-savoir, comme un oubli.
Heidegger dit l'être est ce qui se présente en s'oubliant, en s'absentant. Eh bien, il dit de la même manière, la mort, le rapport que j'entretiens à elle, est spontanément un rapport d'oubli de la mort, c'est-à-dire d'occultation. Mais ça ne veut pas dire que je ne la sais pas. Au contraire, plus je l'oublie, et plus elle me gouverne, elle me commande. Notons bien ici que l'oubli est absolument consubstantiel, aussi bien au rapport à l'être qu'au rapport à la mort, c'est-à-dire au temps, puisque ce qui lie l'être et la mort, c'est la temporalité. C'est la mort et la temporalité de l'être, d'une certaine manière, en tant que, enfin la mortalité et la temporalité de l'être, en tant que le mortel est celui qui est en charge de la question de l'être, comme question du sens de l'être. Et cette question du sens de l'être, pour le mortel, elle se présente précisément comme une question de sa mortalité, c'est-à-dire de son indétermination. Alors, il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut mettre ici en évidence pour comprendre ce que veut dire la mortalité chez Heidegger, du Dasein. Le Dasein est celui qui, étant mortel, cherche toujours à différer sa propre mort. Dans cette tentative de différement de cette mort, il se différencie, c'est-à-dire qu'il se subjective, dirait Deleuze ou des gens comme ça. C'est pas un vocabulaire du tout heideggerien, bien sûr. Nous dirons qu'il s'individue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se singularise dans ce qu'il a de propre en tant que cet individu qui n'est pas un autre individu. Ça, c'est la structure de l'être pour la mort, sachant que la mort est ce dont on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Et par conséquent, elle frappe immédiatement la vie du Dasein d'un principe d'indétermination. Que le Dasein, chaque fois qu'il va avoir tendance à fuir, comme dit Heidegger, son destin, va chercher à déterminer, à calculer. Et à partir de là, Heidegger dit, le Dasein va chercher à fuir sa mort, c'est-à-dire son destin unique, en se plongeant et en se noyant dans ce qu'il appelle das Mann, le on, le temps commun, et aussi le temps de l'intratemporalité, ou encore du temps inauthentique. C'est-à-dire le temps technique, c'est-à-dire le temps de l'horloge, le temps du calendrier, le temps des médias, le temps de la télévision, de la radio, etc. Alors, ça c'est brutalement et schématiquement, très schématiquement résumé, le discours d'Heidegger sur le rapport entre la mort, le temps et le on, et le calcul, et donc la technique, parce que le temps du on, le temps des médias, le temps du calendrier, c'est le temps de la technique, c'est le temps du calcul. Or, le calcul qui veut calculer l'incalculable, l'indéterminé, c'est ce qui cherche à fuir le temps originaire. C'est donc d'une certaine manière le temps du non-temps, le temps de l'annulation du temps, le temps de la métaphysique. Alors, pour ce qui me concerne, je tiens un discours tout à fait différent, même si en même temps il est extrêmement proche. Ça me fait beaucoup d'ennemis parce que à la fois les heideggeriens en général défendent Heidegger contre ma lecture et les anti-heideggeriens m'accusent évidemment d'être un heideggerien. Donc je suis dans l'indéterminé et la solitude du Dasein. Je ne suis pas dans le on heideggerien, il y a un grand on heideggerien, je ne suis pas dans le on anti-heideggerien non plus, mais je suis sûrement dans un autre on. Ce qu'il y a de radicalement différent dans ma lecture de la question, c'est évidemment que, pour ma part, je dis que, bien sûr que Heidegger a raison de dire que la technique, c'est ce qui permet de calculer l'indéterminé. Mais la technique, c'est aussi ce qui permet de faire l'épreuve de la mortalité. Et donc, la technique est la condition de l'expérience de la mortalité. C'est ce qu'on va voir maintenant.
Je vais juste dire au chien de s'arrêter. Il ne faut jamais oublier que Sein und Zeit a été publié en 1927, a été fini de rédiger en 1926, qu'il est dédicacé à Husserl pour son 67e anniversaire, et que cette année-là, Edith Stein et Martin Heidegger publient ensemble les leçons sur le temps de Husserl. Et ça, c'est capital. Si on n'a pas en tête que pendant que Heidegger est en train de rédiger Sein und Zeit, il est aussi en train d'établir le texte de la publication des leçons sur le temps de Husserl, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Il est évident que Sein und Zeit est une explication avec Husserl. C'est évidemment une explication avec Kant, c'est une explication avec Hegel, avec bien des autorités philosophiques, grecques et allemandes, mais c'est d'abord une explication avec Husserl, qui n'est pratiquement jamais nommée. Dans cette explication avec Husserl, il y a une chose évidemment absolument capitale, c'est que Heidegger pose en préalable que le passé du Dasein ne le suit pas, mais l'a toujours déjà précédé, et que ce passé, ce qu'il appelle le passé du Dasein, c'est-à-dire l'historialité, la Geschichtlichkeit du Dasein, ça n'est pas le passé vécu du Dasein, c'est le passé historial, au sens hölderlinien du mot, qui n'est pas du tout husserlien. Hölderlin n'est absolument pas une figure husserlienne. Il ne peut pas entrer dans la philosophie de Husserl. Beaucoup trop rationnel Husserl pour ça. C'est une figure qui ne peut rentrer que chez Heidegger. Cette figure, c'est la figure de la facticité du passé dont j'hérite. Le Dasein est mortel dans la mesure où il est héritier. Ça, c'est capital. Et là est aussi le lien avec Épiméthée. Épiméthée, nous avons dit, c'est celui qui commet des fautes. Et ces fautes, il les médite après coup. Et les méditant, il se constitue une sagesse qui s'accumule. Cette sagesse, c'est l'accumulation de la méditation des fautes du passé. L'histoire de l'être, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire des mésinterprétations de la question de l'être, d'une certaine manière. Épiméthée, c'est une figure de l'accumulation, à la fois pour la raison que je viens de dire, mais aussi parce qu'il apporte les prothèses qui permettent l'engrammage du passé. Je parlais tout à l'heure, à propos de Heidegger, de la mortalité, et je disais que la mortalité, chez Heidegger, c'est mon temps en propre, tel qu'il est non partageable avec un autre, personne ne peut mourir à la place, et tel qu'il est totalement indéterminé, ce qui va amener Heidegger à dire il faut penser le temps à partir de l'avenir. C'est ce qui reste toujours à venir, ma mort. Et avec ce paradoxe magnifique qui est que c'est le seul événement que je ne vivrai jamais. Lorsque la mort arrivera, je ne serai plus là pour la vivre. Elle ne m'arrivera donc jamais. Elle est à la fois ce qui ne m'arrivera jamais, radicalement, et qui, en même temps, c'est la seule chose qui puisse vraiment m'arriver. Parce que il vous arrive d'attraper une grippe, puis il vous arrive de tomber amoureux, puis de la femme que vous aimez, ou l'homme que vous aimez, s'en va, tout ça passe. Rien n'est jamais irrémédiable, donc rien n'arrive jamais vraiment, parce que les choses qui arrivent vraiment sont les choses irrémédiables. Rien n'est jamais irrémédiable, sauf la mort. Il n'y a que la mort qui puisse vous arriver. Et le problème, c'est qu'elle ne vous arrivera pas non plus. Donc vous n'aurez jamais été qu'un fantôme qui n'a jamais été, qui n'a rien arrivé. Il n'y a que du fantasme. J'y reviendrai tout à l'heure à propos d'autres questions que vous m'avez parlé. Il n'y a que du fantasme. Mais ça, c'est pas un mot heideggerien. Heidegger est incapable, à mon avis, de penser le fantasme. Il récuse le fantasme. J'essaierai de vous dire pourquoi c'est précisément la raison pour laquelle il a écarté Prométhée
pour se tourner vers Antigone, Édipe, etc. On y reviendra tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, le mortel est celui qui est plongé dans l'indétermination, et cette indétermination, c'est une indétermination à venir. C'est l'indétermination de son avenir. Mais cet avenir, chez Heidegger, vous le savez bien, il est aussi et surtout un rapport au passé. C'est-à-dire que je n'ai un avenir qu'à la mesure des possibilités que j'ai d'hériter d'un passé qui est lui-même un passé empli de possibilités. Et ce passé, je ne peux en hériter, comme d'un ensemble de possibilités, que dans la mesure où il n'est pas mon passé. Il est le passé des Grecs, il est le passé de Hölderlin, il est le passé des révolutionnaires de la Révolution française, des colons anglais qui ont envahi l'Australie, de tout ce qu'on veut. Mais il n'est pas mon passé. Il est un passé que je n'ai pas vécu. Il est un passé factice de ce point de vue-là. Eh bien, ça, c'est la rupture fondamentale avec Husserl. Parce que chez Husserl, il y a une pensée du temps comme articulation du maintenant, de la rétention et de la protension, que Heidegger connaît extrêmement bien, puisqu'il vient au moment où il écrit, il est en train d'écrire ces paragraphes. Il est également en train de publier les textes de Husserl, que peut-être il connaît mieux que Husserl. Je veux dire, avec une connaissance objectivée, avec une distance. Et il sait parfaitement bien que chez Husserl, un passé non vécu, ça n'a pas de sens. Il n'y a que le vécu chez un phénoménologue comme Husserl qui compte. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le romantisme de Heidegger, qui introduit quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire. Là où pour Husserl, il n'y a que ce qui est l'expérience de la conscience dans son intimité absolue. Donc l'expérience du présent vivant. Chez Heidegger, le présent n'est pas vivant, le présent est mortifié, il est hanté par les fantômes du passé non vécu. Mais là, j'ajoute pour ma part, cette hantise qui est un rapport à la mort, qui est un héritage des morts qui ont vécu avant moi, mais qui reste là, dans ma conscience, dans mon esprit, dans mon âme, appelez ça comme vous voulez, dans mon existence, si vous voulez parler la langue de Heidegger, ils sont là parce qu'ils sont encore présents dans le monde. Ils sont encore présents dans le monde parce qu'ils sont présents dans ce monde à travers les prothèses qu'ils y ont laissées. Ces prothèses étant les hypomnèses, le biblion que dénonce Platon, le livre, les statues de Phidias, la maison que mon grand-père a construite au fond du jardin, que sais-je encore, n'importe quoi. Toutes les choses qui nous entourent, n'importe quel objet, est en fait un vestige. Toujours. Il est immédiatement un vestige. C'est ce que nous apprend l'archéologie. L'archéologue exhume cette dimension archivale, funéraire, thanatologique de n'importe quel objet fabriqué. Et là est à la fois ce que Heidegger m'a donné à penser, parce que c'est Heidegger qui rend ça pensable. Et en même temps ce que Heidegger a repoussé. Il l'a repoussé parce que ça voudrait dire que la mise de la technique de manière quasi unilatérale du côté du calcul, qui est quand même bien ce qui se passe chez Heidegger, et de plus en plus le temps passe et plus il tient ce propos, est une option qui ne va pas, à mon avis, au bout du geste de l'analytique existentielle. Et j'ai l'outrecuidance et le culot, comme on dit en français, d'affirmer que si Heidegger n'a pas pu terminer Sein und Zeit, c'est à cause de cette question. C'est parce qu'il s'est trouvé confronté à un moment donné à une contradiction avec lui-même sur la question de la technique, où à la fois il a rendu évident, à mon sens, que sans les supports techniques, la facticité du passé que je n'ai pas vécu ne pourrait jamais m'arriver. Et donc la technique est constitutive de la temporalité originaire de ce point de vue-là. Mais en même temps, il a dit que le temps de la technique était le temps du calcul et donc le temps de la perte du temps originaire, de ce qu'il appelle Besorgen, préoccupation, qui est le temps du travail,
dont il ne faut jamais oublier que Hegel, Marx, Freud disent c'est le temps de la mort aussi, le temps du travail. Et il n'y a pas de question du travail chez Heidegger, malheureusement. Et je crois que là se nouent les grandes questions du rapport entre mortalité et technicité.